Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oki kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oki kwanza, cha-cha, tubakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Asoreko na bako, bayokani motomoko, nakonaka na cartel, balingani na front commun, bolikando kazavuko, elumumba na kalondi, boliatombe kamitatu, oesanja. Nous sommes là juste pour cette émission de vocation, c'est notre histoire. Première question, madame, qui était Emmanuel Nzuzi pour vous? Emmanuel Constant Nzuzi était mon grand frère, même père, même mère. C'était le fils aîné de papa Nzuzi Henri et de maman Bomboalis. Il était né en 1938 à Lusambo, dans le Sankuru, au Kasaï oriental. Il avait fait ses études primaires à Lusambo même, et ensuite il a fait ses études secondaires au collège à Kankonde. Après, mon père a préféré l'envoyer à Kinshasa, où il est entré à l'Institut des Beaux-Arts. C'était un grand peintre. Je voudrais quand même vous donner un petit détail pour vous montrer comment il a attiré en politique. Emmanuel était très près de mon père. Mon père l'accompagnait souvent dans ses rendez-vous politiques, dans ses contacts politiques, car comme vous le savez, mon père était président de l'association Le Loi Frères. Mon père fut le premier bourgmestre noir élu avant l'indépendance en 1958. Après, il était sénateur. C'est ainsi que mon frère a eu le goût de la politique, et cela justifie également les choix politiques de la plupart des enfants de cette famille. Emmanuel était un homme de bonne compagnie, un homme très gentil, très convivial, un homme très intègre, un homme très loyal. Ce sont des qualités qui sont indispensables dans un engagement politique. Alors, ici, nous sommes justement dans le secteur politique. Vous voulez un peu nous parler, ces premiers pas dans la politique. Est-ce que vous avez suivi ces activités politiques? Ces premiers pas dans la politique, il les a fait ici à Kinshasa lorsque on a commencé les tractations. D'abord, il avait vu, lorsque mon père avait accueilli Patrice Emery Lumumba à la maison, quand il prenait contact avec les différentes personnalités dans toutes les provinces. Donc, arrivé ici, on lui a parlé de la jeunesse du MLC Lumumba. Il n'a pas hésité de se lancer dedans parce qu'il connaissait déjà le fondateur lui-même. Et avec ça, il avait comme rôle d'encadrer cette jeunesse du MLC pour qu'elle soit une jeunesse intègre, une jeunesse capable de se prendre en charge, une jeunesse responsable. Et lui-même organisait les meetings, lui-même faisait des descentes sur terrain, comme il était le secrétaire général de ce parti. Bref, c'était un leader parmi les jeunes, comme qui dirait qu'aux âmes bien nées, la valeur d'un homme n'attend pas un nombre d'âge. Voilà. Bien. Alors, donc c'était un homme politique déjà, il était très visible, il tenait des meetings partout. À cette époque-là, il habitait où c'est? Il habitait à Kinshasa, ici, chez une tante. Et après, il a vécu aussi ensemble avec la famille Kabaïdi, le même Kabaïdi, l'ancien gouverneur Paul Kabaïdi, oui. Alors, le jour de son arrestation, est-ce que vous étiez présente? Comment ça s'est passé? Non, le jour de son arrestation, nous n'étions pas ici, nous étions à Kananga.
Donc nous n'avons pas connu tous les détails, comment ça s'est passé. Je venais d'ailleurs d'avoir mes 16 ans lorsque c'est arrivé. Et là, comme ma mère pleurait et s'est tordée chaque fois vraiment, et elle ne mangeait pas, nous avons décidé à ce que je vienne sur place pour essayer d'aller le voir. Et comme mon père était en ce moment-là en très bon terme avec les responsables de l'ONU à Kananga, vu sa position sociale, je suis venu avec l'avion de l'ONU jusqu'à Kinshasa. Et aller au parquet, on me dirait que non, ce sont les prisonniers politiques qui ne sont pas ici. Il faut avoir l'autorisation de la sûreté pour le voir. Et c'est ainsi qu'on me dirigera sur l'avenue Valque, derrière le bureau de la primature, au bureau de M. Victor Nendaka, qui était l'administrateur général de la Sûreté nationale. Il était très gentil, il m'a reçu comme il avait connu mon père. Il m'a demandé les raisons de mon séjour ici. Je lui ai dit que je suis venu voir mon grand frère Nzouzi Emmanuel. Il semble qu'on l'a arrêté parce que il aime le Momba, mais le Momba c'est un homme bien. Pourquoi vous l'avez arrêté? Vous comprenez, avec la jeunesse, je ne mesurais pas peut-être la gravité de ce que je lui disais. En disant, moi j'ai vu le Momba chez nous à la maison, c'est un homme très bien, très gentil. Il faut arrêter quelqu'un parce qu'il aime un autre. Il a rigolé, il a dit non, on l'a arrêté pour les raisons d'État. J'ai dit les raisons d'État c'est quoi? Il dit c'est compliqué. Mais si vous voulez le voir, je peux vous donner mon chauffeur jusque là où il est, vous verrez qu'il va bien. C'est ce qui est arrivé, il m'a donné son chauffeur avec un garde du corps. Nous sommes allés jusqu'à Luzumu, où il était arrêté. On l'a sorti de sa cellule. Je vous jure que l'état dans lequel je l'avais trouvé, c'était pitoyable. Ils étaient très torturés. Bon, je ne faisais que pleurer. Ils pleuraient aussi. Toi ici, comment? J'ai dit, mais je vais te voir parce que maman ne mange pas. Il risque de mourir. Elle voulait être sûre que tu vis parce qu'on nous a raconté beaucoup de choses. Et là, papa était toujours vivant. Papa était toujours vivant. On nous a raconté beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on t'a arrêté et tout? Il dit, on nous a arrêtés parce que nous sommes des lumumbistes. Nous sommes des nationalistes. Alors je lui dis, mais est-ce qu'on peut demander votre libération? Il faut payer une caution ou quoi? Il dit, non, si moi je dois me soustraire du groupe des amis qui sont avec moi ici, et je pense que ça ne sera pas bien vu, ça risque d'être considéré comme une trahison. Et à ce moment-là, comme ami, il y a les grands frères Carbure, comme on l'appelait, Boula Mandungu, qui était là avec Delengesa. Vraiment, ils étaient dans un état pitoyable. Carbure, lui aussi, était emprisonné. Oui. Il était emprisonné. Il avait proposé à mon frère de se déguiser pour fuir. Et mon frère n'a pas voulu faire cela. Il dit que ça allait être une lâcheté. Et Carbure a eu la vie sauve parce qu'il s'était évadé. Tandis que mon frère, il pensait toujours qu'on allait les libérer. C'était sans compter avec la détermination des anti-lumumbistes. Et la suite, vous la connaissez. Connaissez-vous le lieu de son assassinat? Bon, on nous a dit que c'était à Bakwanga, c'est Kalonji Moulopoué qui les avait accueillis à l'aéroport. C'est ça les détails que nous avions à Moulopoué et un certain Kazadi. Mais en dehors de ça, nous ne connaissons pas l'endroit exact. Même après, on ne nous a pas donné d'autres détails? Vous savez, c'était très douloureux. Nous n'avons pas voulu... non, nous n'avons pas voulu creuser. C'était un drame. Avait-il des compagnons lors de cette épreuve-là? Quand on l'a arrêté sur le moment, non. Je ne peux pas le dire avec exactitude, comme je venais de vous dire, qu'il était seul. Mais à Luzumu, il était avec les Lengesa, les Fina, les Muzungu, les Lumbala. Ils étaient nombreux. Tous les leaders nationalistes jeunes qui s'étaient vraiment impliqués dans le MNC Lumumba, ils étaient arrêtés. Mais pourquoi on devait les transférer de Kinshasa pour Bakwanga? Eh bien, pour aller les assassiner.
On pouvait le faire même ici à Kinshasa. Bon, peut-être à Kinshasa, ça allait scandaliser beaucoup de gens. Ils ont préféré aller le faire chez Moulopo, qui n'avait pas, qui n'avait pas peur de faire ce genre de choses, de commettre ce genre de forfaits. Surtout que lui aussi n'était plus avec le Lumumba. Bon, voilà, vous avez compris, surtout qu'il n'était pas avec le Lumumba. D'ailleurs, ça a été dit dans un témoignage, ce qu'on avait fait, la mission parlementaire belge, on avait même interviewé Nendaka, vous vous rappelez de ça peut-être comme journaliste, vous devez le savoir. Donc c'est de notoriété publique qu'Alongier c'est un traître, un assassin. C'est ça. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous souvenez de ce douloureux événement? Vous savez que c'est une douleur qui ne finira jamais. Une douleur qui ne finira jamais parce que j'aurais aimé avoir un grand frère. C'est le seul grand frère que j'avais. C'est une grande douleur pour notre famille qui ne finira jamais parce qu'on a vu un jeune, un grand nationaliste, un grand talent, on a étouffé son étoile. Et tout cela par la méchanceté des hommes. J'ai du mépris pour ces gens. J'ai de la haine. J'éprouve beaucoup de tristesse. Mais comme chrétien, catholique pratiquant, je ne peux pas me permettre de souiller mes mains. Je ne peux pas me permettre de toucher le sang pour l'argent ou pour le pouvoir. Et voilà pourquoi j'ai dit, Dieu qui avait créé mon frère, et Dieu qui avait créé ces assassins, se chargera de cette vengeance. La vengeance de Dieu est lente, mais elle est certaine. Il ne m'appartient pas ou il n'appartient pas non plus à notre famille de le faire. Et c'est là où je fais mienne la prière que le Christ disait sur la croix en disant, lorsqu'il s'adressait à son Père, il disait que Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je pense que lorsque je pense à cela, ça me donne le courage de regarder vers l'avenir et ça me donne le courage de ne pas oublier, mais de pardonner quand même. En tant que chrétien, j'ai cette obligation morale. Alors, peut-être pour terminer, 50 ans après, quelle lecture faites-vous par rapport aux assassinats dans notre pays? Je voudrais d'abord répondre par vous exprimer ce que j'ai toujours ressenti lorsque nous parlons de ces problèmes d'anniversaire, lorsque nous fêtons l'anniversaire de notre héros national Lumumba. C'est un problème que j'ai déjà eu à parler aux responsables de notre pays. Pourquoi ne pense-t-on pas à associer les compagnons de Lumumba lorsqu'on fête l'héros national? C'est une façon de dire que la vie d'un grand homme vaut plus que la vie d'un citoyen simple? Est-ce qu'on ne se pose jamais la question de dire que tous les compagnons des différents leaders politiques, parce que nous les avons, lorsqu'on agit de la sorte, est-ce que ce n'est pas une façon de démotiver certains compagnons qui peuvent se dire, mais je dois éviter d'aller jusqu'au boutiste parce que si jamais il m'arrive les événements analogues de perdre la vie, moi, on ne passera jamais à moi. On ne se pose jamais cette question. Les personnalités comme Paulo Maurice, Okito Joseph, Christophe Muzungu, Joseph Mbouyi, Jean-Pierre Fina, Pierre Elenguesa et Constant Emmanuel Nzouzi. Mais ils ont perdu leur vie pour les mêmes idéaux pour lesquels le monde avait perdu la vie. Et dans les mêmes conditions que lui. Pourquoi on doit taire leur mort? Pourquoi on ne passe pas aussi à les honorer? Ne fût-ce que par intention de prière.
Moi, je pense qu'à l'occasion de cet anniversaire, il faudra que le pouvoir public puisse corriger les tirs, puisse rectifier cette injustice. Ça fait très mal. Ce n'était pas à nous, les familles, de le demander. On pensait que c'était normal qu'on sente ces choses-là. Mais parce que ça va faire 50 ans, on ne l'a jamais senti, malgré que nous l'avons dit, je l'ai dit aujourd'hui publiquement, pour qu'on puisse corriger l'histoire. Une vie humaine reste une vie, qu'elle soit celle d'un grand homme ou d'un citoyen simple, elle mérite d'être honorée. Et je voudrais profiter également de cette circonstance pour lancer un appel à tous les peuples congolais, toutes tendances confondues, pour dire que durant les 50 ans, beaucoup de gens ont perdu leur vie pour l'indépendance de notre pays, pour son intégrité, pour l'intégrité de notre territoire. Je voudrais les témoigner à tous ceux qui se sont sacrifiés pour cela. Je voudrais leur témoigner mon respect et ma reconnaissance. Sans oublier la reconnaissance de nos familles et la reconnaissance de la nation. Mais je pense l'unique manière de leur montrer que nous apprécions et nous restons reconnaissants à ce qu'ils aient eu le courage de sacrifier leur vie pour la nation, c'est que nous qui avons cette chance d'être en vie, nous devons être des citoyens modèles. Nous devons être des citoyens intègres, des citoyens incorruptibles, des citoyens nationalistes. Le pays en a besoin. Et je pense que ce qui nous rassemble, l'appartenance à la même nation congolaise, c'est très important que ce qui nous divise, qui est les divergences politiques ou les divergences ethniques. Et je pense que nous devons faire un effort de dépassement pour nous supporter mutuellement tels que nous sommes, avec nos défauts et nos qualités. Tant il est vrai que personne n'est parfait. Tant il est vrai que toute œuvre humaine est perfectible. Et je pense que si nous tous nous faisons cet effort-là, nous aurons un Congo, nous aurons un pays où il fait beau vivre. Merci beaucoup. De rien, papa. Indépendance, tcha tcha,